Comment est-ce qu'une machine apprend à traduire une langue? Mais je veux dire, pas juste mot à mot. Comment elle fait pour vraiment saisir le sens, la nuance, tout le contexte d'une phrase? C'est la question à 1 million. Pendant des années, l'approche de l'IA, c'était un peu comme un train sur des rails. Elle lisait un mot, puis le suivant, puis encore le suivant. Et elle essayait de se souvenir du premier wagon au moment d'arriver au dernier. Oui, l'image du train est parfaite. Imaginez un train de marchandises qui fait 1 kilomètre de long. Chaque wagon, c'est un mot. Le modèle avance, wagon par wagon, et à chaque fois, il doit mettre à jour un genre de résumé de tout ce qu'il a vu. D'accord. Mais si l'info la plus importante, disons l'adresse de livraison, elle est sur le tout premier wagon, il y a de fortes chances qu'au bout du kilomètre, le signal de cette information soit devenu hyper faible, presque perdu dans le bruit de tous les autres wagons, quoi. Le conducteur a presque oublié où il doit aller. C'est ça. C'est exactement le goulot d'étranglement qui a freiné le domaine pendant très longtemps. Et c'est là qu'intervient le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va décortiquer un document de recherche de 2017 qui n'a pas juste amélioré le train, non. Il l'a complètement fait dérailler pour construire, disons, un téléporteur à la place. Son titre, Attention is all you need. C'est exactement ça. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un vrai changement de paradigme. Les auteurs ont proposé une architecture, le transformer, qui a juste jeté à la poubelle cette idée de lire les choses dans l'ordre. D'accord. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment essayer de comprendre ce qui a rendu cette idée si puissante. Qu'est-ce qui clochait si fondamentalement avec l'ancienne méthode? Et comment ce concept d'attention a-t-il pu, d'un coup, tout changer et devenir la base de quasiment toute l'IA moderne? Parfait. Alors pour bien comprendre la révolution, il faut visualiser l'ancien monde. Avant 2017, les rois du traitement du langage, c'était les réseaux de neurones récurrents, les fameux RNN. C'est ça, et leurs versions améliorées, les LSTM et les GRU. Exactement. Et le principe, c'était toujours ce fameux train séquentiel. L'article le décrit comme une computation qui s'aligne sur les positions des symboles. Autrement dit, le modèle traite le mot 1, il produit un état interne, ce fameux résumé, puis il prend le mot 2, il le combine avec le résumé précédent pour en créer un nouveau, et ainsi de suite. Donc le traitement du cinquième mot dépend entièrement du résultat du traitement du quatrième. Voilà, c'est cette dépendance qui est au cœur du problème. On doit attendre que le premier wagon passe avant de pouvoir regarder le deuxième. Et ça, j'imagine, ça a des conséquences très concrètes. Des conséquences énormes. La première, c'est ce que le papier souligne comme la nature intrinsèquement séquentielle du modèle. Ça rend la parallélisation quasi impossible au sein d'un même exemple. Ah oui, On ne peut pas demander à un ordinateur de traiter tous les mots d'une phrase en même temps puisqu'il doit respecter l'ordre. ça rend l'entraînement des modèles atrocement lent. Atrocement lent, voilà. Et la deuxième conséquence, c'est notre histoire de train qui oublie l'adresse de livraison. Précisément, c'est la difficulté à apprendre ce que les chercheurs appellent les dépendances à longue portée. Si vous avez une phrase comme «Le chat qui a couru après toutes les souris du quartier et qui s'est caché sous la voiture bleue, dort». D'accord, c'est une longue phrase. Le lien entre chat et dort est crucial. Dans un RNN, l'information chat doit survivre à un très long voyage à travers toute la description pour se connecter à dort. Le document formalise ça en disant que la longueur du chemin est proportionnelle à la longueur de la phrase, une complexité en O de n. Donc plus la phrase est longue, plus le chemin est long, et plus le signal se dégrade. Logique. C'est ça. C'est là que ça devient vraiment incroyable. Les auteurs de Attention Isolionide arrivent et posent une question d'une simplicité désarmante. Et si, au lieu de ce train rigide, on avait une sorte de table ronde, où chaque mot pouvait regarder et parler à tous les autres mots en même temps, instantanément, peu importe leur place dans la phrase. C'est l'essence même du mécanisme d'auto-attention ou self-attention. Fini le chemin séquentiel, on met toute la phrase sur la table et pour chaque mot, le modèle peut calculer un score d'attention avec tous les autres mots. Donc, le mot d'or peut directement se connecter au mot chat, même s'ils sont séparés par 15 mots. Exactement. La distance physique ne compte plus. Attends, ça change tout. Le train n'a plus de wagons à la queue leu-leu. Tous les wagons sont disposés en cercle et communiquent entre eux en même temps. C'est une bonne image. Et les avantages de ça, ils doivent être énormes. Ils sont colossaux. Et le papier en liste 3 qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la complexité de calcul par couche. Bon, sans entrer dans les maths, l'auto-attention est simplement plus rapide que les couches récurrentes dès que la longueur de la phrase est inférieure à la taille de la représentation des mots. Ce qui est quasiment toujours le cas, j'imagine. C'est ça. C'est plus efficace. D'accord, plus efficace, c'est bien. Mais c'est pas encore révolutionnaire.
Non, le vrai game changer, comme on dit, c'est le deuxième point, la parallélisation. Puisque les calculs pour chaque mot ne dépendent plus du mot précédent, on peut tout faire en même temps. Ah, Le nombre d'opérations séquentielles devient constant. On passe d'une complexité en O de n à O de 1. ah, voilà. C'est donc pour ça que tout a explosé après ce papier. Ce n'est pas juste une meilleure théorie, c'est une théorie qui est parfaitement adaptée au matériel qu'on utilise, les GPU, qui sont des monstres de calcul parallèles. C'est la symbiose parfaite entre l'algorithme et le matériel. C'est la clé qui a permis d'entraîner des modèles beaucoup plus gros et beaucoup plus vite. Tout à fait. Et le troisième avantage découle directement de tout ça. La longueur du chemin pour nos fameuses dépendances. Dans une couche d'auto-attention, le chemin entre deux mots, quelle que soit leur position, est aussi constant. O de 1. Donc le modèle n'a plus à se souvenir sur une longue distance. Il peut connecter directement chat et d'or. Le problème de la mémoire qui s'efface est résolu. C'est ça. Un encodeur à gauche, un décodeur à droite. Alors, la structure globale encodeur-décodeur est en fait assez classique pour la traduction. L'encodeur a pour mission de lire et de comprendre la phrase source, mettons en français. Il la transforme en une représentation numérique riche en contexte. Le décodeur, lui, il prend cette représentation et il s'en sert pour générer la traduction en anglais, mot par mot. Classique donc. Mais la vraie révolution, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces blocs. Plus de récurrence, rien que de l'attention. Et la pièce maîtresse, c'est ce qu'ils appellent l'attention multitête, multi-head attention. Je vois qu'ils en utilisent 8 dans leur modèle de base. Attends, je suis pas sûre de suivre. Si une seule tête d'attention peut déjà regarder toute la phrase, à quoi ça sert d'en avoir 8 qui font la même chose en parallèle? C'est une excellente question. J'ai l'impression qu'elle se marcherait sur les pieds. Et la réponse est au cœur de la puissance du transformer. L'analogie que j'aime bien, c'est d'imaginer une équipe d'experts. Ils lisent tous la même phrase en même temps, mais ils ne font pas la même chose. Ah, Le premier expert est un grammairien. Il se concentre sur les relations et sujet-verbe. Le deuxième est un spécialiste des pronoms. Il cherche à savoir à qui se réfère un « il » ou un « elle ». Un troisième analyse le champ lexical pour déterminer le sujet de la phrase. Alors, je vois. Chaque tête d'attention apprend à se spécialiser. Elle regarde la phrase à travers un prisme différent. c'est ça. Le papier dit que ça permet au modèle de prêter attention conjointement à des informations provenant de différents sous-espaces de représentation. En gros, on a 8 points de vue différents et complémentaires sur la même phrase. C'est fascinant. Donc, au lieu d'un seul regard, on a une analyse multiple, simultanée. Et au cœur de chaque tête, il y a ce mécanisme un peu technique, Scaled Dot Product Attention. Il y a ce trio de concepts, requêtes, clés, valeurs, et surtout ce petit détail mathématique, la mise à l'échelle par la racine carrée de 10K. Ça semble anodin, mais j'ai lu que c'était absolument crucial. C'est plus que crucial, c'est la petite pièce qui empêche toute la machine d'exploser. Pour faire simple, chaque mot génère 3 vecteurs. La requête, la query, c'est la question que pose le mot « lit ». Avec qui suis-je pertinent? Les clés, les keys, de tous les autres mots, c'est leur identité. On compare la requête d'un mot à la clé de tous les autres pour obtenir un score de compatibilité. Ok. Et ces scores déterminent ensuite avec quel poids on va mélanger les valeurs, les values, de chaque mot pour créer la nouvelle représentation. D'accord. Et la mise à l'échelle intervient sur ces scores de compatibilité. Pourquoi c'est si important de les diviser par cette racine carrée? Parce que sans ça, pour des vecteurs de grande dimension, les scores peuvent devenir très très grands. Le problème, c'est que ces scores sont ensuite passés dans une fonction, la softmax, qui les transforme en pourcentage. Et si on lui donne des nombres trop grands? Elle va se saturer. Elle va donner 100% de l'attention à un seul mot et 0% à tous les autres. C'est comme si elle devenait sourde à toute nuance. Ah, d'accord. Et pire encore, ces gradients qui sont essentiels pour l'apprentissage deviennent quasiment nuls. Le modèle arrête tout simplement d'apprendre. Ah, donc c'est un de ces détails d'ingénierie qui font pas les gros titres, mais sans lequel toute cette révolution théorique serait restée, théorique. C'est la petite vis qui empêche l'énorme machine de gripper. C'est exactement ça. C'est la solution simple et élégante à un problème subtil qui aurait pu tout faire échouer. Il reste une question qui me taraude. Si on traite tous les mots en parallèle, sans ordre, comment le modèle fait la différence entre « le chien a mordu l'homme » et « l'homme a mordu le chien » ? L'ordre des mots, c'est fondamental dans le langage. C'est le point faible évident de cette approche parallèle. Et la solution s'appelle l'encodage positionnel.
le Positional Encodings. D'accord. Puisque l'architecture elle-même ignore la position, les auteurs ont décidé de l'injecter manuellement. Concrètement, avant même le début du traitement, ils ajoutent à chaque vecteur de mots un autre vecteur qui est une sorte de signature de sa position. Ah, donc si je comprends bien, parce qu'ils ont retiré la structure séquentielle du train, ils ont dû en quelque sorte coller une étiquette sur chaque wagon disant « Je suis le wagon numéro 1, je suis le numéro 2 », pour que le modèle ne voit pas juste un tas de wagons en vrac. C'est une parfaite analogie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'apprennent pas ces étiquettes. Ils les calculent avec une formule fixe basée sur des fonctions sinus et cosinus. Ah oui, pourquoi ça? L'avantage, selon eux, c'est que cette méthode pourrait permettre au modèle de généraliser à des phrases plus longues que celles qu'il a vues pendant son entraînement. Parce que les fonctions mathématiques, elles, peuvent s'étendre à l'infini. D'accord. L'architecture est ingénieuse, chaque problème semble avoir sa solution élégante. Mais la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Est-ce que ce modèle, le Transformer, a tenu ses promesses en termes de performance? Il a fait bien plus que ça. Il a redéfini le standard de performance. Si on regarde les résultats dans le tableau 2 de l'article, sur la tâche de traduction de l'anglais vers l'allemand, leur grand modèle Transformer atteint un score Bléau de 28,4. 28,4. Et ça veut dire quoi par rapport aux autres? Pour donner un ordre d'idée, le meilleur résultat précédent, qui était un ensemble de plusieurs modèles complexes qui travaillaient ensemble, était à 26,3. Ah oui, quand même. Le Transformer, tout seul, a fait mieux que toute une équipe. C'est énorme. Plus de 2 points bleus d'un coup. C'est un bond de géant dans ce domaine. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la question de la vitesse. Exactement. Et c'est peut-être encore plus impressionnant. Le document précise que ce grand modèle, qui bat tout le monde, a été entraîné en seulement 3 jours et demi sur 8 GPU P100. 3 jours et demi. C'est une fraction du coût de calcul des modèles concurrents de l'époque, qui prenaient souvent des semaines. C'est fou quand on y pense. Des équipes de recherche passaient des mois à optimiser leurs modèles récurrents. Et là, une nouvelle architecture arrive et bat tout le monde en moins d'une semaine de calcul. Ça a dû faire l'effet d'une bombe dans la communauté. Une bombe? Absolument. Et pour prouver que leur succès n'était pas un coup de chance, les auteurs ont mené une série d'expériences très rigoureuses, résumées dans le tableau 3, pour valider leur choix. Ils ont testé chaque composant, c'est ça? Exactement. Par exemple, ils ont fait varier le nombre de têtes d'attention. Et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que plus de têtes, c'est toujours mieux? Non, et c'est ça qui est intéressant. Ils ont montré qu'il y a un juste milieu. Une seule tête est clairement moins performante, avec une perte de presque 1 point blé, mais en utilisant trop, comme 32, dégrade aussi légèrement la qualité. D'accord, donc leur choix de 8 ou 16 têtes, c'est un sweet spot optimal? C'est ça. Ils montrent aussi que des modèles plus grands sont meilleurs et que la régularisation par drop-out est absolument essentielle pour éviter le surapprentissage. Ce ne sont pas des détails. Non, c'est la preuve que chaque brique de leur architecture a été pensée et validée. Alors, si on prend un peu de recul pour conclure, qu'est-ce que tout cela signifie? Ce document a vraiment marqué un avant et un après. Il a prouvé qu'on pouvait abandonner la récurrence, ce pilier du traitement du langage, pour se fier entièrement à un mécanisme plus simple, plus parallèle et plus puissant, l'attention. C'est un changement de philosophie. On est passé d'un traitement local et séquentiel, qui est par nature lent et oublieux, à un traitement global et parallèle, rapide et holistique. Holistique, j'aime bien le mot. Cette capacité à traiter l'ensemble des informations en même temps et à peser dynamiquement leur importance a déverrouillé la possibilité de construire des modèles beaucoup plus grands et donc beaucoup plus capables. Et l'héritage est partout aujourd'hui. Les Transformers, ce n'était pas juste un meilleur modèle de traduction. Non, c'était une nouvelle fondation, une nouvelle brique de base, un nouveau Lego pour construire l'IA. Cette architecture est devenue l'ADN de la quasi-totalité des grands modèles de langage qui ont suivi. Comme BERT ou GPT? Des modèles comme BERT, qui est essentiellement la partie encodeur du Transformer, ou comme la famille des GPT, qui est la partie décodeur. Toute la révolution de l'IA générative que nous vivons aujourd'hui repose à la base sur les principes établis dans ce document de 2017. C'est vertigineux. Les auteurs terminent d'ailleurs leur article en se montrant très enthousiastes à l'idée d'appliquer ces modèles basés sur l'attention à d'autres domaines que le texte, comme l'image, l'audio, la vidéo. Et l'avenir leur a donné raison sur toute la ligne. Ça soulève une question finale qui est fascinante. Si ce mécanisme d'attention, cette capacité à peser et à connecter des informations de manière globale est la clé pour maîtriser la complexité de langage humain, quelles sont les limites réelles de ce principe? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a simplement trouvé un algorithme très très malin pour la manipulation de symboles?
Ou est-ce qu'on a, sans le savoir, mis le doigt sur une brique fondamentale de l'intelligence elle-même, une forme de raisonnement? La question reste totalement ouverte.